Bienvenue dans le débat sur France 24. Un enfant sur 10 est victime d'inceste en France. Le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, un récit qui dévoile l'inceste du constitutionnaliste Olivier Duhamel sur son beau-fils âgé de 13 ou 14 ans, a provoqué une onde de choc sans précédent. Il a entraîné dans son sillage la création du hashtag #MeTooInceste qui a libéré la parole. L'inceste est réprimé par le code pénal comme circonstance aggravante à une agression sexuelle ou à un viol. Et pourtant, il reste un tabou dans nos sociétés. Alors pourquoi faut-il changer le droit? Comment briser l'omerta et faire de la prévention? On va en parler avec deux invités. Isabelle Aubry est avec nous. Elle est présidente de Face à l'inceste, auteure de La première fois j'avais 6 ans. C'est réédité d'ailleurs votre livre en janvier 2021. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Marie-Pierre Porchy, vous êtes ancienne juge des enfants, auteure également d'un livre, Les silences de la loi, un juge face à l'inceste. Ça a été publié en 2003 chez Hachette. Bonsoir et bienvenue à vous également. Merci. Et ce livre va être réédité début mars de cette année. Très bien, il sera donc réédité. Isabelle Aubry, je voudrais démarrer avec vous. Vous avez écrit donc ce livre qui va être réédité également. Vous avez révélé dans ce livre être victime d'inceste de 6 ans à 14 ans. La lutte contre l'inceste, c'est votre combat. Le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, a provoqué une onde de choc qui n'a pas de précédent en France. Le tabou de l'inceste a-t-il été levé ? Je l'espère. C'est vrai que depuis 20 ans, nous avons les plus grandes difficultés en fait à faire émerger ce mot. Le mot inceste, nous avons déjà voulu le faire émerger dans la loi pour faire comprendre en fait et mettre en exergue en fait la spécificité de cette infraction. On le voit d'ailleurs dans le livre de Camille Kouchner. L'inceste implique pas seulement un acte sexuel, ça implique pour la victime bien souvent la perte de sa famille. Et c'est en cela aussi que c'est extrêmement douloureux, extrêmement traumatique. De 6 à 14 ans. Ensuite... Oui, de 6 à 14 ans, vous avez été, votre père vous a violé, hein, c'est ce que vous dites dans votre livre. Quand avez-vous pris, vous, la décision de parler? Parce que vous parlez déjà de cette omerta, c'est extrêmement difficile. Et quand avez-vous décidé d'écrire votre livre et qu'avez-vous ressenti effectivement quand vous avez lu le livre de Camille Kouchner? Alors, en tant qu'enfant, je n'ai pas décidé de parler. J'ai décidé de survivre. Je me suis mise dans une situation pour échapper en fait à mon père. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est une personne extérieure à la famille, c'est ma voisine, d'où l'importance de sensibiliser toute la population. C'est ma voisine en fait qui a vu que quelque chose n'allait pas et qui m'a questionnée. Et j'ai fini par lui dire ce qui se passait, mais je lui ai demandé de garder le silence. Parce que j'étais en danger. Et c'est seulement quand j'ai été hors de danger qu'en fait elle a pris la parole pour moi et que j'ai pu porter plainte. Donc, si vous voulez, pour répondre à votre deuxième question, quel effet me fait le livre de Camille Kouchner? En fait, il décrit l'inceste, les conséquences de l'inceste dans la famille. Il décrit en fait comme ça se passe de façon très classique. J'aime pas ce mot, mais c'est comme ça. On retrouvera sur notre site internet des milliers de témoignages identiques avec cette description très fine qu'elle fait en fait de l'implication de la famille, parce que l'inceste, ce n'est pas seulement entre l'agresseur et la victime, ça implique toute la famille. Votre père a été condamné Il a été condamné parce que vous avez porté plainte, mais seulement de 4 ans de prison, c'est bien cela? Oui, parce qu'en fait, là, on en revient au grand questionnement d'aujourd'hui, c'est la question du consentement. Si vous voulez, le juge, moi, pour qualifier les faits, bien que mon père ait avoué les viols, puisqu'il m'a violée et prostituée, le juge m'a demandé si j'étais consentante. Parce que pour qu'il y ait un viol, il faut qu'il y ait une pénétration sexuelle et une absence de consentement, c'est-à-dire qu'il y ait menace, violence, contrainte ou surprise.
Or, moi, c'était mon père, vous voyez, donc je n'ai même pas pensé une seconde que, que je pouvais m'y opposer. Je pouvais m'y soustraire, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais m'y opposer, c'est très compliqué. Donc voilà, quand vous me prouvez comme ça que vous n'étiez pas consentant, eh bien, pour prendre moins de risques, en fait, ce que m'a conseillé mon avocate, Gisèle Halimi, c'était d'aller en correctionnel et pour qu'il soit condamné non pas pour viol, passible de 20 ans de prison, mais pour atteinte sexuelle, passible de 10 ans de prison. Il a été condamné à 6, il en a fait 4. Il en a fait 4. Marie-Pierre Porchy, l'inceste est réprimé par le code pénal, mais on voit bien avec le témoignage d'Isabelle Aubry qu'il y a tout de même un véritable problème sur la condamnation des agresseurs. Ce n'est qu'une circonstance aggravante à une agression sexuelle ou à un viol. Donc ce n'est pas une infraction spécifique, l'inceste. Voilà. Alors, moi, je le dis depuis toujours, ça, puisque mon premier ouvrage date de 2003. Et déjà, je voyais à l'époque le problème, à savoir que dans la situation incestueuse, qui est quand même très, très particulière, et également dans le cadre des infractions au préjudice d'enfants très jeunes, eh bien, les textes ne sont pas du tout adaptés, puisqu'il faut prouver l'existence de cette fameuse contrainte, violence, menace, surprise. Et depuis, chaque évolution de la législation se bagarre avec ces termes sans parvenir à comprendre qu'il faut véritablement poser les interdits. Et poser les interdits, ça veut dire ne pas avoir à caractériser ces éléments constitutifs de contrainte, violence, menace, surprise. Et ça me paraît indispensable dans la situation incestueuse pendant toute la vie de la victime, ou au moins jusqu'à 18 ans, puisqu'on est la fille de ou le fils de toute sa vie. Et également pour des enfants extrêmement jeunes, je pense qu'il s'agisse de viol ou d'agression sexuelle, il faudrait que cet interdit soit absolument posé et qu'on n'ait pas à caractériser ces éléments. Voilà. Donc en 2018, la loi a un tout petit peu fait bouger les choses parce qu'on a élargi la notion de contrainte. Actuellement, il y a une proposition de loi qui émane du Sénat et qui va passer bientôt devant l'Assemblée nationale. Mais là encore, on a fait le travail à moitié, c'est-à-dire qu'on a prévu qu'il n'était pas utile de caractériser ces éléments de contrainte uniquement pour les crimes, et pour des enfants de moins de 13 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le Sénat, si on a plus de 13 ans, que ce soit dans la situation incestueuse ou même dans une autre situation, eh bien, il faut toujours avoir recours à la preuve de la contrainte. Donc, je pense qu'on n'arrive pas à faire les choses complètement. J'espère qu'il y aura des évolutions. Je crois que, bon, je ne sais pas, M. Macron et le ministre de la Justice se sont vus ouverts à une nouvelle législation. Je pense qu'il faut qu'il y ait une cohérence par rapport aux autres infractions, mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Et effectivement, moi, ce que Isabelle Aubry décrit là, je me souviens très très bien qu'au début de mes fonctions, moi j'ai été surtout juge d'instruction et pas seulement juge des enfants. Et c'est pour ça aussi que c'est une vision beaucoup plus complète que quand on n'est que juge des enfants. On voit bien à quel point la loi est nocive pour l'enfant, sachant que l'enfant qui arrive dans le cursus judiciaire, il est lourd de sa culpabilité, sur le plan psychique, il se sent coupable. En revanche, l'agresseur ne se sent jamais coupable ou rarement coupable. Et quand il se sent non coupable, il rejette la responsabilité sur l'enfant. Et la loi remet complètement l'enfant dans le cursus de la culpabilité, puisqu'il faut arriver à lui poser des questions qui établissent la contrainte ou l'absence de contrainte. C'est-à-dire qu'on est amené à demander à un enfant pourquoi est-ce que tu n'as pas su t'opposer à ça? C'est une question impossible, ça. Voilà. Donc, généralement, les magistrats contournent ces phrases-là, mais quand on arrive devant la Cour de cassation, souvent, elle exige qu'on prouve la contrainte, ce qui paraît tout à fait normal puisque c'est l'application du droit. Donc, changeons le droit, me semble-t-il. Changeons le droit. Bon, on va écouter Emmanuel Macron parce qu'effectivement, il y a cette commission qu'il a créée tout récemment sur le crime d'inceste. Il nous faut entendre, recueillir les témoignages des victimes, même des années, des décennies après. Il nous faut punir les criminels pour leurs actes passés et pour empêcher toute récidive. La honte, aujourd'hui, change de camp.
Voilà, c'était Emmanuel Macron qui avait donc, dans un tweet de samedi dernier, Isabelle Aubry, la honte doit changer de camp. Finalement, vous rejoignez ce que dit Marie-Pierre Porchy sur justement la difficulté de condamner lourdement les agresseurs. Alors, c'est pas tant de condamner lourdement, c'est-à-dire nous, les quantums de peine sont lourds en France. Et nous, ce n'a jamais été nos demandes, ça a été de juger justement et effectivement, d'arrêter de questionner l'enfant sur son consentement, parce que comme a dit Madame Porchy, c'est une question impossible. Moi, quand le juge d'instruction m'a demandé Isabelle, est-ce que tu étais consentante? Je suis restée couette, je ne comprenais même pas la question. Et elle l'a reformulée, elle m'a dit, est-ce que tu as dit non? Je lui ai répondu, je ne peux pas dire non, c'était mon père. Vous êtes sous emprise, en fait. C'est une question impossible. C'est un peu ce que raconte Camille Kouchner également quand elle parle du beau-père, de son beau-père. C'est qu'elle aime son beau-père et quelque part, elle a l'impression qu'elle va le heurter. Oui, tous les enfants sont dépendants de leurs parents, au moins jusqu'à leur majorité. Ils n'ont pas le choix. Et nous, quand on questionne nos adhérents et quand on leur demande s'ils ont parlé quand ils étaient mineurs au sein de leur famille, 83% nous disent que quand ils ont parlé, on leur a au mieux demandé de se taire. Au pire, ça a été une injonction à se taire et à continuer à fréquenter l'agresseur. Voilà. Donc, il faut comprendre, il faut entendre ça. Et je crois que M. Macron aussi, dans ses propos, fait un peu référence à la question de la prescription. Alors justement, quand il dit il faut pouvoir poursuivre pour les actes passés et puis protéger les enfants à l'avenir de la récidive. Parce que la prescription, justement, elle est de 30 ans, c'est ça, pour un crime d'inceste, Isabelle Aubry. C'est-à-dire que lorsqu'on passe ces 30 ans, il y a prescription. Alors, c'est 30 ans après la majorité de la victime, donc 48 ans, âge de la victime. Sachant que... Uniquement pour les viols. Hein. Uniquement pour les viols, dit Marie-Pierre Porchy. Pas pour les agressions sexuelles. Oui, je vais vous faire intervenir, Marie-Pierre Porchy. Oui. Isabelle Aubry, vous terminez. Oui. Marie-Pierre Porchy, je vous fais juste intervenir après. Hein, c'est avec les Skype. D'accord. Allez-y, Isabelle Aubry. Nous, quand on a créé l'association, on s'est fondé en fait sur cette question de la prescription parce que on a pu comparer le traitement de deux affaires, l'une en France et l'une au Canada, par rapport à deux de nos adhérentes. L'une avait à l'époque 32 ans, savait que son grand-père continuait à violer des enfants et on lui a dit désolé, c'est trop tard, on ne le poursuivra pas. Au Québec, même âge, 32 ans, c'était son père. Il y a eu une enquête, on s'est aperçu qu'il avait aussi violé sa demi-sœur. Cet homme travaillait dans une institution pour enfants handicapés, il continuait à faire des victimes. Lui a été arrêté et il a été soigné. Parce qu'ils ont un institut aussi pour soigner les auteurs. Il ne suffit pas de réprimer, il faut aussi soigner. Voilà. Donc voilà, la prescription, nous on l'a perçue dès le début comme ça, comme une protection pour les enfants à venir. Et on le voit dans le livre de Camille Kouchner, à un moment donné, ce questionnement, oui, mais que va-t-il se passer pour les enfants maintenant, pour nos fils, pour nos filles, pour les cousins, les cousines. C'est ça. En fait. Dans l'affaire de Camille Kouchner, les faits sont prescrits. Marie-Pierre Porchy, donc c'est important justement d'abandonner cette prescription des 30 ans. Écoutez, alors moi je ne suis pas pour une imprescriptibilité. Ce qu'il faut savoir déjà, parce que c'est assez faux de dire que la prescription est de 30 ans après la majorité, elle est de 30 ans après la majorité uniquement pour les crimes de viol. Pour les agressions sexuelles, c'est toujours 20 ans après la majorité. Hein. Alors ça, c'est un débat de société. Hein. Moi, je pense que l'imprescriptibilité, ce n'est pas une bonne idée. Mais bon, je comprends tout à fait qu'on puisse Pourquoi vous dites que ça chose. n'est pas une bonne idée, Marie-Pierre Porchy? Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les infractions et que notre droit, ce n'est pas que les infractions sexuelles et que le meurtre, l'assassinat, c'est aussi extrêmement grave et qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Et je ne pense pas qu'on puisse comparer des agressions sexuelles ou des viols sur des enfants, aussi graves soient-ils,
à un crime contre l'humanité qui aujourd'hui est la seule infraction qui est prescrite, qui n'est jamais prescrite justement, puisque c'est une imprescriptibilité qui est prévue. Donc vous Donc, souhaiteriez qu'on rallonge la durée mais... Marie-Pierre Porchy, vous souhaiteriez qu'on rallonge la durée de prescription éventuellement et qu'on redéfinisse le terme d'inceste? Non, je ne tiens pas du tout. Je pense que la durée de prescription de 30 ans est très suffisante parce que je pense qu'il ne faut pas décevoir les victimes, que lorsqu'un juge est déjà en charge d'un dossier dont les faits se rapportent à des périodes aussi anciennes, on risque de ne pas arriver à prouver quoi que ce soit parce que les vérifications seront rendues impossibles, les lieux n'existeront plus, les éventuels témoins seront soit introuvables, soit morts. Donc je pense que si on remontait à plus de 30 ans après la majorité, on décevrait énormément de victimes parce qu'on serait obligé de faire des non-lieux parce qu'on n'est pas arrivé à prouver quoi que ce soit. Donc je pense que c'est pas efficace. Je pense que la mission de la justice, elle pourrait pas se faire là, vous voyez, correctement. Isabelle Aubry, vous répondez s'il vous plaît à Marie-Pierre Porchy parce que vous soutenez au contraire cette idée d'imprescriptibilité. Oui, alors c'est vrai que nous, on a l'exemple canadien, l'exemple des pays du common law, où ce ne sont pas seulement les violences sexuelles sur mineurs qui sont imprescriptibles, mais tous les crimes graves. Donc, ils ne font pas de hiérarchie. Après, nous, c'est vrai qu'on a un attachement aux crimes contre l'humanité, mais là aussi, on peut voir que les choses évoluent. Par exemple, le viol de guerre est devenu un crime contre l'humanité. Après, moi, je pense que ce qui est important, c'est le message qu'on envoie et comment la société, en fait, considère la protection de ce qu'elle a, je pense, finalement de plus précieux, son avenir, ses enfants. Voilà. Même si c'est symbolique, je pense que ce questionnement-là est à avoir au niveau de la société. Marie-Pierre Porchy, c'est vrai qu'on a... Il nous reste 1 minute. Vous répondez peut-être à Isabelle Aubry. Pour vous, quelle serait la mesure la plus efficace dans le changement du droit ? Moi, je pense que poser l'interdit, déjà, ne pas systématiquement se référer à la contrainte, ce qui actuellement n'est pas manifestement l'objet de la commission inceste. Je tiens à le dire, puisque Édouard Durand, qui dirige, je crois, cette commission, n'a pas du tout fait état de cet objectif-là. Donc, je ne sais pas qui va pouvoir éventuellement voir cette question qui me paraît assez fondamentale, aussi important que le problème de la prescription. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été dans la première partie de ce débat. Isabelle Aubry et également Marie-Pierre Porchy. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve après une très courte pause. Restez avec nous. Bienvenue dans la deuxième partie du débat sur France 24, un débat consacré à l'inceste avec ce livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, ce récit qui dévoile l'inceste du constitutionnaliste Olivier Duhamel sur son beau-fils âgé de 13 à 14 ans et qui a provoqué une onde de choc sans précédent en France. Il a entraîné dans son sillage la création du hashtag #MeTooInceste, un hashtag qui a libéré la parole. L'inceste est réprimé par le code pénal comme circonstance aggravante à une agression sexuelle ou à un viol, mais il reste tabou dans nos sociétés, d'ailleurs dans le monde entier. Alors pourquoi est-ce qu'il faut changer le droit et est-ce que c'est finalement un tabou mondial que l'inceste ? M'a rejoint pour en parler dans cette deuxième partie Marc Crépon. Bonsoir et bienvenue à vous. Vous êtes philosophe, auteur de Ces temps-ci, la société à l'épreuve des affaires de mœurs, et c'est aux éditions Rivage. Également avec nous Gérard Lopez. Bonsoir et bienvenue à vous également. Vous êtes psychiatre, président fondateur de l'Institut de victimologie, auteur de La victimologie, 3e édition d'ailleurs, sorti chez Dalloz en 2019. Merci et bienvenue à tous les deux. Gérard Lopez, vous êtes psychiatre et vous formez votre institut au sein de votre institut des élèves tunisiens, algériens ou encore du Burkina Faso. L'inceste est-il finalement un tabou mondial ? Oui, c'est un tabou mondial, en tout cas c'est ce que disent les anthropologues, mais la définition est variable. L'inceste, l'interdiction de rapports trop rapprochés, mais aussi trop lointains.
Et c'est vraiment culturel. Par exemple, les pharaons étaient obligés de se marier entre frères et sœurs. Donc, là, vous parlez d'autre époque. Oui, c'est un tabou de... D'accord. Oui, oui. Mais aujourd'hui... C'est un tabou, Aujourd'hui, vous le retrouvez, ce tabou, effectivement, en Afrique, parmi justement tous ces étudiants, ces personnes que vous formez. Absolument. Les Africains du Burkina, que je connais très bien, sont horrifiés par l'inceste. Tout le monde est horrifié par l'inceste. Qui peut s'imaginer en train d'avoir un rapport sexuel avec son père ou sa mère? Faites l'effort, vous verrez, c'est impossible. L'inceste, c'est absolument l'horreur absolue. Et si l'on en croit Claude Lévi-Strauss ou Françoise Héritier, c'est la prohibition de l'inceste qui fonde la culture, qui nous font passer de l'animalité à l'humanité. Et sur le plan psychologique, l'inceste est un crime contre l'humanité, sur le plan symbolique, évidemment pas sur le plan légal. On a entendu M. Badinter hier ou avant-hier dire « on ne peut pas comparer la Shoah, les crimes de guerre avec l'inceste ». C'est faire peu de cas de certaines situations de maltraitance lourde en France, très lourde. Vous ne savez pas parce que les auditeurs ne le savent pas, mais selon l'enquête de Anne Turtz du CNRS, il y a plus d'un enfant par jour qui meurt sur le coup de ses parents. C'est-à-dire 3 fois plus que les femmes dont on connaît tous le chiffre. Et maintenant, tout le monde sait que 10% des Français seraient victimes d'inceste. Donc vous pensez qu'il faudrait rendre d'ailleurs ce crime imprescriptible, on en parlait dans la première partie de l'émission, compte tenu des conséquences sur les victimes? Oui, mais je sais très bien qu'il y a une déperdition des preuves. Plus on attend, plus il y a une déperdition des preuves. J'ai été expert judiciaire toute ma vie, donc je le sais. Mais j'ai connu des gens très âgés qui avaient subi l'inceste, par exemple de la part d'un frère. Le frère s'était toujours senti coupable et il reconnaissait les faits. Il faisait même des aveux par écrit et on ne pouvait plus porter plainte aux grandes dames du frère et de la sœur parce qu'il y avait prescription. Alors, il y a déperdition des preuves, c'est l'argument des magistrats. Demain, il y a un colloque à Assas où on va parler de ça. Je suis d'accord sur la déperdition des preuves, mais je crois que ça serait utile qu'il soit imprescriptible. Et si l'on prend en compte ce que j'ai dit sur un crime contre l'humanité du point de vue symbolique, eh bien, écoutez, on pourrait faire en sorte que l'inceste soit imprescriptible. Marc Crépon, l'inceste, un tabou mondial. Pourquoi? Parce que il est à l'origine de nos sociétés comme un totem. Il y a le totem et tabou, c'est pour citer Freud. Le point commun, finalement, vous parlez d'affaires de mœurs dans votre livre pour faire référence. Est-ce que c'est parce que c'est une affaire de mœurs que, justement, on le retrouve dans toutes les sociétés? Alors, dans mon livre, je précise justement d'emblée que parler d'affaires de mœurs, c'est quand même édulcorer ce dont il est question avec l'inceste et avec la pédophilie en général, parce que plutôt que d'affaires de mœurs, justement, je préfère parler d'agression pour donner à penser la violence que l'inceste signifie, le crime qu'il représente et surtout le traumatisme qu'il induit. Ce que je veux dire à propos de l'inceste comme tabou, d'abord l'inceste c'est réellement un fléau mondial, il n'y a pas de société dans laquelle aujourd'hui l'inceste ne soit pas effectivement répandu. Et l'un des effets, de toute façon, de l'affaire qui a mis l'inceste au premier plan ces dernières semaines, ça a été de nous rappeler la proportion quand même considérable et terriblement inquiétante d'enfants qui sont victimes d'inceste, puisque c'est une fille sur 5 et un garçon sur 13, c'est-à-dire en réalité, en moyenne, un enfant sur 10 qui avoue, qui peut en tout cas reconnaître avoir été victime d'actes incestueux dans son enfance. On a l'air de le découvrir aujourd'hui, pardonnez-moi. L'inceste... On a l'air de le découvrir aujourd'hui, mais c'est vrai que ça fait un moment. Alors, quand vous dites que l'inceste est un tabou, donc c'est effectivement, il n'y a pas de société, on ne connaît pas de société qui ne proscrive pas l'inceste, mais on peut aussi l'entendre entre un autre sens, pour répondre à votre question, c'est qu'effectivement, les sociétés ont beaucoup de mal à reconnaître la réalité de l'inceste, et surtout à le reconnaître dans la dimension qu'on vient de rappeler. Et ça, je crois que c'est pour une raison qu'il est assez facile de comprendre. C'est que
l'inceste, dans le fond, remet en question, de façon extrêmement inquiétante, l'image idéalisée qu'on voudrait pouvoir garder de la famille. C'est-à-dire que nous sommes tous convaincus que pour grandir, pour nous épanouir, nous avons besoin de croire dans les liens familiaux, dans les relations familiales qui nous permettent de nous constituer, la relation entre frères et sœurs, la relation entre enfants et parents ou enfants et grands-parents. Des relations qui sont des relations d'amour constructives qui nous aident à nous construire. Or, ce que révèle l'inceste dans son étendue considérable, c'est que ces relations sont pervertibles, qu'elles sont structurellement pervertibles et qu'au lieu de nous construire, effectivement, elles peuvent nous détruire. Et c'est ce qui se produit chaque fois que la relation d'amour entre des enfants et des parents, entre des frères et des sœurs, entre des enfants et leurs grands-parents, des enfants et leurs oncles, tantes, etc., devient d'où la difficulté. C'est-à-dire elle sort l'amour de son ordre. Oui, elle sort l'amour, mais en même temps, ce que Camille Kouchner explique, c'est qu'elle aime son beau-père et qu'elle ne veut justement pas détruire cette relation. Et au départ, l'enfant qui est victime d'inceste pense même que c'est pas forcément mal, puisque c'est une personne en qui il a confiance et qui l'aime, qui le pratique. Donc c'est très compliqué. Alors, ce qu'il y a de... L'inceste, l'inceste est violent à plus d'un titre, mais je trouve pour ma part que l'une des grandes violences de l'inceste, dont portent l'écho tous les témoignages qu'on peut lire, c'est que l'inceste fait peser sur les épaules de l'enfant qui en est victime la responsabilité du possible éclatement de la cellule familiale et du possible éclatement de tous ces liens. Donc l'enfant est très souvent pris dans des murs de silence, qui sont aussi des murs de honte, parce qu'il est hanté par la crainte d'être responsable, que justement ces petits liens encore, auxquels il voudrait encore pouvoir s'accrocher, se défont. Et tous les témoignages aussi convergent, enfin beaucoup de ceux que j'ai lus, pour dire que bien évidemment on peut avoir été victime d'inceste et continuer à aimer son agresseur, continuer à aimer la personne qui a abusé, pour essayer d'y croire encore, pour essayer de restaurer encore une confiance qui a en réalité déjà été brisée. Et ça, c'est une dimension vraiment du traumatisme. Cette culpabilité-là, de voir peser sur ses épaules la responsabilité de toute la cellule familiale. Gérard Lopez, justement, comme psychiatre, vous pouvez peut-être dire un mot là-dessus, sur cette espèce d'ambivalence à l'égard de celui qui commet l'inceste et puis les dégâts, effectivement, que ça provoque ensuite chez les victimes. Celui qui commet l'inceste se débrouille pour organiser son impunité. Il a des stratégies extrêmement puissantes. Alors, bien entendu, il est en position de force. Bien entendu, l'enfant l'aime. Bien entendu, parfois, l'enfant pense et prend le parti de l'agresseur. C'est tout à fait évident. Je vais vous raconter une anecdote pour bien faire comprendre. Il y a quelques années, je vois arriver au centre du psychotrauma où je travaille, on fait 20 000 actes de thérapie par an, vous voyez. Je vois arriver une jeune femme qui est étudiante en droit à Assas. Peut-être m'écoute-t-elle et ça sera très bien d'ailleurs. Et elle vient, elle me dit « Docteur, je ne sais pas comment rompre avec mon oncle ». Alors moi, je suis assez étonné parce qu'elle me dit « Oui, vous comprenez, depuis l'âge de 13 ans, je suis amoureuse de mon oncle, il est formidable, il est merveilleux. Mais là, j'ai trouvé un étudiant de mon âge et je tombe amoureux de lui. Comment faire pour ne pas détruire mon oncle qui pense qu'il est toujours avec moi, etc. etc. » Alors moi, je lui dis écoutez, si votre oncle vous aime, il doit être ravi, il doit être très très content que vous ayez trouvé quelqu'un de votre âge. Vous n'allez pas faire votre vie avec un monsieur de 70 ans alors que vous en avez 25. Il me dit oui, peut-être, mais vous savez, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire. Et j'essaye de lui expliquer des stratégies et je lui dis, vous voyez, de deux choses l'une. S'il vous aime, votre oncle, s'il vous aime, il va peut-être souffrir, mais il ne fera pas de chantage affectif, de chantage au suicide, etc., etc. Dans le cas contraire, j'ai quelques doutes. Alors je la confie à un psychothérapeute du centre, j'ouvre la porte et qui était dans la salle d'attente? Le tonton qui l'a pris par le bras pour la ramener.
voyez, l'emprise. Mais attendez, c'est mieux que ça. Alors, ça s'appelle elle ne l'emprise, voulait donc, pas hein, porter. aussi. C'est ce qu'on appelle l'emprise, Oui. Gérard Lopez. Une emprise incroyable sur cette jeune fille qui ne s'en rendait pas compte, qui est intelligente, qui savait qu'elle était consentante, parce que vous savez que dans la loi, on peut consentir. Alors justement, ce problème Encore. de l'âge de consentement, pardonnez-moi, je vous interromps parce qu'il nous reste peu de temps et j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet-là. Oui. L'âge du consentement, donc, il continue à faire débat, il faut mettre un seuil d'âge, 13 ou 15 ans, mais est-ce qu'on peut parler de Oui. consentement lorsqu'on parle d'inceste? Non. Alors, En moi, tout je cas, voudrais sur dire le à plan- ce Attendez. sujet-là qu'on ne peut Marc pas... répond, en Marc tout répond. cas, Juste, je termine juste avec Gérard Lopez, je vais vous faire réagir ensuite. Hein. Pardon, c'est l'effet Skype, vous ne pouvez pas intervenir en même temps. Allez-y, juste rapidement, Gérard Lopez. Non, on ne peut pas consentir du fait de ces phénomènes d'emprise. Un enfant de 13 ans, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu un enfant de 13 ans, un petit garçon, une petite fille de 13 ans? Elle ne peut pas consentir, c'est impossible. Dans la loi tunisienne, il y a un âge limite de 16 ans. Ouais. Vous en entendez? Dans la loi tunisienne. Dans presque tous les pays, il y a un âge limite. Et en France, on ne met pas d'âge limite. C'est le sujet de demain. À Ouais. ça, il y a un colloque toute la journée avec tout le monde. Madame Schiappa, Monsieur Taquet, Édouard Durand, qui vient d'être nommé, vous savez, Oui, président à la de la commission. commission, etc. Voilà. Marc Crépon, tout le vous monde réagissez sera là, on va là-dessus, parler s'il vous de ça. plaît? Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous êtes d'accord avec ce que Gérard Lopez vient de dire? Donc, cette histoire d'âge du non-consentement ou du consentement dans l'inceste. 18 ans non, pour je pense l'inceste. moi aussi 15 exactement ans pour comme... tout. Je pense exactement... Et 18 pour l'inceste. Je pense exactement comme... Alors, je pense exactement comme Gérard Lopez que on ne peut pas parler de consentement pour un enfant et même pour un jeune adolescent parce que un enfant, de toute façon, qui subit le rapport de domination qui engendre l'inceste, il n'a pas les moyens de dire non. Donc, même si on a l'impression qu'il dit oui, il dit jamais oui en réalité. Donc, je ne pense pas qu'on puisse en aucune façon présupposer le consentement d'un enfant 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, peu importe, pour justifier l'abus sexuel. Donc, Et d'ailleurs, on ne dit pas abus sexuel. Parce que abuser, c'est abuser des bonnes choses, voyez. On dit viol, agression sexuelle, violence sexuelle, mais surtout pas abus. Agression sexuelle, oui. Comment, L'agression justement, sexuelle. Gérard Lopez, il y a aussi cette histoire d'amnésie, en fait, que subissent très souvent les victimes de viol ou d'inceste. Donc cette amnésie qui fait qu'on ne se souvient de rien pendant un certain temps et tout d'un coup, les faits reviennent et il y a des tentatives de suicide. Comment l'expliquer Alors l'amnésie traumatique, d'abord c'est pas son nom, c'est un néologisme, on appelle amnésie dissociative. C'est un trouble qui existe parce que c'est tellement insupportable qu'on le laisse au fond de soi-même et qu'il n'arrive jamais à l'état de conscience parce que dès qu'il arrive à l'état de conscience, il y a tellement d'angoisse qu'on ne peut pas. Mais c'est une chose relativement rare. La plupart des gens que j'ai rencontrés se souvenaient. Le frère de Mme Kouchner se souvient parfaitement, enfin presque tout le monde s'en souvient. Mais parfois, il y a des levées d'amnésie. Seulement, écoutez, on est dans l'idéologie, parce que quand j'entends que 30% des personnes qui ont subi l'inceste ou de graves maltraitances ont une amnésie dissociative et non traumatique, parce que ça existe aussi, c'est autre chose, comment voulez-vous que l'on évalue la fréquence de faits complètement oubliés? Et d'ailleurs, s'il y a 30% de victimes d'inceste qu'on a oublié, on n'est plus à 7 millions de victimes de l'inceste, mais à plus de 10 millions. Vous voyez, on est dans l'idéologie. Oui. Alors, ça existe, il faut les prendre en compte, mais il ne faudrait pas que, comme aux États-Unis, on ait une épidémie de faux souvenirs induits. On a été protégé de ça il y a 30 ans parce qu'on était dans la psychanalyse, on était dans le fantasme. Mais là, enfin, on est dans la réalité, donc il faut être prudent, bien sûr, prendre en compte ce que dit la personne et lui offrir des soins, bien sûr. Marc Crépon, comment faire avancer les choses d'un point de vue pratique, puisqu'il y a cette commission qui a été mise en place par Emmanuel Macron qui dit qu'il faut que la honte change de camp. En même temps, effectivement, il y a cette problématique de l'âge du consentement. Alors, je pense que pour qu'une société parvienne à se défaire
de formes de violence qu'elle a longtemps tolérées ou sur lesquelles elle a fermé les yeux ou qu'elle ne voulait pas voir en mesurant toute l'ampleur du problème. Il faut 3 forces qui se réunissent. C'est la conjonction de 3 forces. Il y a d'abord des voix singulières. Et ces voix singulières, on le voit très bien, ce sont en l'occurrence des voix de victimes, même si Camille Kouchner est une victime collatérale, c'est quand même une victime de l'agression qu'a subi son frère jumeau. Donc d'abord des voix singulières, qui sont souvent des voix de victimes, dont le retentissement permet vraiment à la question d'avoir l'audience qu'elle mérite. Et puis, évidemment, les voix singulières toutes seules ne font rien, il faut qu'elles soient relayées par un vaste mouvement d'opinion. Et c'est ce qui s'est exactement produit ces dernières semaines avec la naissance du hashtag #MeTooInceste qui a libéré des dizaines de... Oui, MeTooInceste qui a libéré des dizaines de milliers de paroles. Mais évidemment, ça ne suffit pas. La troisième force qu'il faut, c'est une volonté politique. Et cette volonté politique, elle est double. Il faut évidemment un appareil législatif répressif, mais pas seulement l'appareil législatif répressif. Il faut aussi que toutes les instances judiciaires, policières soient préparées à recueillir la parole de ces victimes avec toute l'attention, toute la finesse, toutes les précautions qu'elles demandent. Et puis, il faut une politique du soin. C'est-à-dire, il faut effectivement dire, et je pense que c'est une chose qu'on devrait dire ce soir qui est extrêmement importante, c'est que être victime je termine, qu'être victime d'inceste, c'est terrible. C'est un traumatisme considérable qui peut perdurer pendant des années, voire des décennies, mais qu'on peut se réparer, qu'il y a quand même des possibilités de résilience, qu'on peut retrouver le goût à la vie, le sens des autres, la possibilité de construire une relation affective stable, tout ce qui demande de la confiance, qui est précisément la confiance que brise l'agression sexuelle. Et si j'ai voulu parler d'abus tout à l'heure, et je vais quand même maintenir le terme d'abus, c'est parce que il y a une spécificité dans l'agression, sexuelle lorsqu'elle touche des enfants, c'est qu'elle abuse, elle abuse d'une confiance qui est structurante dans cette relation-là. C'est-à-dire, on l'a bien compris. Il y a une différence entre une agression pédophile et une agression sexuelle incestueuse. C'est l'abus de la confiance. Merci beaucoup à tous les deux. Gérard Lopez, merci d'avoir été avec nous. Marc Crépon également, merci à vous. C'était trop court, mais on continuera à en parler bien sûr sur la chaîne. Merci en tout cas d'avoir participé à l'émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24.